« 1968, quelle année ! Partout dans le monde, ça bougeait, Paris, Prague. Mais aujourd'hui, on va parler d'un événement tragique, souvent moins évoqué, le massacre de Tlatelolco, à Mexico. C'était juste avant les Jeux Olympiques. Exactement. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé, qui sont les responsables, est-ce que les États-Unis étaient impliqués, et on va écouter les survivants, grâce aux documents qu'on a pu consulter. Oui, et pour bien saisir le contexte, il faut se rappeler du mouvement étudiant mexicain de 68. Ça a démarré en juillet après une répression policière assez violente. Ah oui. Et ça a mené à la création du Conseil national de grève, le CNH. Il demandait plus de démocratie, le respect de l'autonomie des universités, des choses assez fortes. Et en face, le gouvernement ? Le gouvernement de Díaz Ordaz, il avait les Jeux Olympiques qui arrivaient 10 jours plus tard, une vitrine internationale énorme. Donc, il était hors de question de laisser la contestation gâcher la fête, si on peut dire. La pression était maximale pour écraser le mouvement. D'accord. Alors, on arrive à ce fameux 2 octobre 1968. La place des Trois Cultures à Tlatelolco, il y a beaucoup de monde, c'est ça ? Oui, environ 10 000 personnes. Des étudiants, mais aussi des familles, des sympathisants. Un rassemblement pacifique. Et puis, tout bascule. Des hélicoptères, des fusées éclairantes, vers 18h15. Apparemment, c'était un signal. C'est ça. Et là, l'horreur. La place est encerclée. On parle de 5000 soldats, des blindés aussi. Et puis, la fusillade éclate. Une panique indescriptible. Mais alors, qui a tiré en premier ? Parce que ça a été longtemps un sujet de débat, non ? Complètement. La version officielle, pendant des années, c'était « les étudiants étaient armés, ils ont provoqué l'armée ». Classique, comme justification. Voilà. Sauf que les enquêtes, les témoignages et surtout les archives déclassifiées, notamment américaines, racontent une autre histoire. Elles pointent le rôle central du bataillon Olympia. Le bataillon Olympia. C'était quoi, ça ? Une unité paramilitaire secrète, créée spécialement pour la sécurité des JO, soi-disant. Leurs membres portaient un gant blanc pour se reconnaître. Un gant blanc ? Et ce qui est glaçant, c'est que les preuves suggèrent qu'ils ont reçu l'ordre de tirer sur les soldats pour déclencher le chaos, provoquer la riposte de l'armée contre la foule. Une manipulation sanglante, en fait. C'est terrible comme scénario. Et le bilan humain ? On est loin des chiffres officiels du début, j'imagine. Bon, selon les offices, 85 personnes, mais moi je dis plus de 300. Ah oui, rien à voir. Au départ, on parlait de 20, peut-être 28 morts. Mais les estimations indépendantes, basées sur les témoignages, les recherches, elles vont de 200 à 400. Certains disent même 500 morts. 500 ? Sans compter plus d'1 millier de blessés. Et les arrestations massives. Le chef de la sécurité fédérale lui-même a parlé de 1345 arrestations. Et les témoignages des gens qui étaient là ? Ça devait être l'enfer. Absolument. Les gens racontent les soldats qui fouillent les appartements autour de la place, les passages à tabac. Et puis ces corps. Les corps enlevés à la va-vite, jetés dans des camions militaires, parfois même des camions poubelles, pour les faire disparaître. Une tentative d'effacer les preuves immédiatement. Qui sont les responsables directs au plus haut niveau ? Clairement, la responsabilité remonte au président de l'époque, Gustavo Díaz Ordaz. Il est d'ailleurs fini par assumer une responsabilité historique, en 69, mais bon, sans vraies conséquences pour lui. Et son ministre de l'Intérieur, Luis Echeverría. Lui aussi. Il est même devenu président après Díaz Ordaz. Il a été inculpé pour génocide en 2002, mais la justice l'a finalement acquitté en 2009. Faute de preuves suffisantes, selon le jugement de l'époque. C'est fou. Il a fallu attendre très longtemps pour une reconnaissance officielle, hein. Très longtemps. Ce n'est qu'en 2024, donc tout récemment, que la présidente Claudia Sheinbaum a qualifié les faits de crimes d'État et de crimes contre l'humanité, avec des excuses publiques de l'État mexicain. Enfin. Et vous parliez des archives américaines. Quelle a été l'implication des États-Unis dans tout ça ? Alors là, les documents déclassifiés de la CIA, du Pentagone, sont assez troublants. On voit que le Pentagone fournissait du matériel de l'entraînement anti-émeute aux forces mexicaines. D'accord. La CIA surveillait le mouvement étudiant de très très près. Et ce qui est frappant, c'est que 6 jours avant le massacre, Echeverría et le chef de la sécurité fédérale ont dit à la CIA, en gros, « Ne vous inquiétez pas, la situation sera bientôt sous contrôle ». Sous contrôle. Ah, ça fait froid dans le dos quand on sait ce qui s'est passé.
Exactement. Il y a même des éléments qui indiquent que le chef de la station CIA à Mexico, Winston Scott, aurait donné son appui total à Díaz Ordaz pour l'opération. Scott a d'ailleurs été rappelé assez discrètement après les faits. Carrément un appui. Et on a même parlé du fait que Díaz Ordaz aurait pu être un informateur de la CIA. Oui, c'est une allégation qui ressort de certains documents, comme quoi il aurait été un agent rémunéré. Difficile d'avoir la preuve ultime, mais ça montre la complexité et l'opacité des relations à l'époque. C'est fou, vertigineux. Et au milieu de tout ça, il y a ceux qui ont survécu. Leur voix, qu'est-ce qu'elles nous disent aujourd'hui? C'est souvent un mélange de douleur qui ne part jamais, et d'une certaine fierté mêlée d'amertume. Un témoin, par exemple, raconte très bien les fusées, la panique, les tirs qui venaient de partout. Voir les corps par terre, les chaussures abandonnées. Puis l'arrestation, la prison, parfois pendant des années, comme ce témoin qui a fait presque 3 ans. Les amis morts, ceux qui ont disparu à jamais. Ça laisse des traces indélébiles. Bien sûr, mais parfois il y a aussi ce sentiment que ce combat, ce sacrifice n'a pas été totalement inutile. Que le mouvement de 68, malgré sa fin tragique, a quand même planté des graines. Des graines pour une démocratie qui a mis des décennies à germer, difficilement, au Mexique. On mesure mieux l'ampleur, oui. Un massacre d'État brutal contre des civils planifié juste avant les JO pour faire taire toute critique, avec au minimum la connaissance, voire le soutien des Américains. Une vérité qui a mis un temps fou à émerger. C'est tout à fait ça. Tlatelolco s'est devenu un symbole puissant au Mexique, symbole de la répression, mais aussi de la lutte pour la mémoire, pour la justice. Ça a vraiment marqué une rupture dans la perception du régime du PRI, ce parti qui a dominé le pays pendant si longtemps. Et ça a contribué, douloureusement, à la longue marche vers la démocratie. D'ailleurs, la bataille pour ouvrir complètement les archives, notamment militaires, elle n'est pas terminée. Et ça nous laisse avec une question peut-être. Quand un État réussit à cacher ou à minimiser un événement comme celui-là pendant des décennies, qu'est-ce que ça a fait à la conscience d'un pays? Comment est-ce que ça affecte sa capacité à regarder son passé en face et à construire la justice aujourd'hui? Et voilà, c'est la fin de cet épisode du Plus de faits divers sur la chaîne Plus de Français. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez à mettre un petit like, à vous abonner et à partager avec quelqu'un qui pourrait kiffer le sujet. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne si vous en avez envie, ça aide beaucoup. Et dites-nous en commentaire, qu'est-ce que vous en avez pensé? Même un mot, on lit tout. À la prochaine!